suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Un jardin traversé par une rivière autour de laquelle tout s'organise. Les arbres, les rochers, les chemins, les étendues de mousse et de pelouse. Murinan est un jardin délicat qui s'attache autant aux petits détails qu'aux grands paysages qui entourent la ville de Kyoto. Le jardin de Murinan est créé à la fin du XIXe siècle par Haritomo Yamagata, un riche homme d'État. Il acquiert une parcelle de 3000 m², alors propriété des moines du temple de Nanzenji, un des plus influents de Kyoto. Tomoki Kato est paysagiste, tout comme son père. Il a restauré et entretient le jardin depuis 2007. Kato-san, quel est le paysage qu'on a en face de nous? Est-ce que c'est une vue de l'esprit, un rêve, un paysage sauvage? Est-ce que c'est une peinture? Murinan est un jardin japonais qui traduit les pensées de M. Haritomo Yamagata, le premier propriétaire du jardin. On a un décor naturel. Une mare, des pierres, une rivière, un paysage campagnard en quelque sorte. Cela représente des décors sobres et naturels de la campagne. C'est ainsi qu'est conçu ce jardin. Alors la montagne tient un rôle central dans le concept du jardin. C'est l'idée du paysage emprunté, du concept du shakei. Quel est ce concept? Quand on parle de sakei, on pense d'abord le jardin comme objet principal. Le jardin est au centre. Mais on voit quand même les montagnes alentour. Alors on emprunte le paysage des montagnes. Pour M. Yamagata, le centre serait plutôt la montagne. M. Yamagata a dit, je cite ces paroles qui m'ont marqué, « Le mont principal de ce jardin est le mont Higashiyama bleu, juste en face. L'eau de la cascade vient du sommet du mont Higashiyama. L'emplacement des arbres et des pierres en découle. » M. Yamagata disait également, « Je n'aime pas les étangs quand l'eau s'arrête, quand elle stagne. Il disait préférer les cours d'eau, un flux dynamique, d'où le dessin que vous voyez. Le bruit de ce cours d'eau donne au jardin une ambiance sonore riche. La disposition méticuleuse de chaque caillou donne l'illusion d'un cours d'eau de montagne qui, au printemps, aurait soudainement charrié de nombreuses pierres. Ici, tout concourt à créer un paysage qui paraît naturel. Un résultat qui requiert un entretien minutieux.
Monsieur Deguchi est le jardinier en chef de Murinan. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Deguchi-san? Je suis en train de réduire le nombre de branches pour laisser passer la lumière. Donc là, tu n'es pas seulement en train de tailler, tu es aussi en train de retirer des épines du pin rouge. Pour rendre le branchage plus naturel et tendre, j'arrache les feuilles à la main. Par expérience, au feeling, je sais ce qu'il faut faire, sans m'éloigner. Mais bien sûr, je prends aussi régulièrement du recul pour vérifier le travail. Les jardiniers ont des instruments adaptés à leur travail minutieux. Deguchi-san, quels sont les outils que tu utilises pour tailler les arbres? J'utilise une cisaille à arbre, comme celle-ci. Ce sont des cisailles pour découper les branches fines, uniquement. Donc tu utilises ce sécateur en acier et tes mains pour tailler ces grands pins. Oui, je taille la branche à la cisaille, avant de réduire le nombre de feuilles à la main. C'est la base. Alors il y a des éléments tout à fait particuliers dans votre uniforme de jardinier ici à Kyoto et à Murian. Ce sont ces brassards, ici. Ce brassard, on l'appelle teko. Nous mettons nos mains dans les pins pour tailler. Cela évite de se blesser avec les épines. Et cela permet aussi de protéger le pain. Et puis ces chaussures. Voici donc un jikatabi. Ça s'enfile comme une chaussette, c'est léger et doux. Ça nous permet de grimper aux arbres avec la sensation d'être pieds nus. Nous pouvons ainsi marcher sur la mousse sans trop l'endommager. À quoi sert cette ligne de bambou que vous avez installée autour du chantier? Cette barrière empêche les aiguilles d'être emportées dans le cours d'eau. Nous utilisons un matériau naturel pour donner un aspect plus chaleureux et accueillant. L'eau de la rivière, débarrassée des aiguilles fraîchement taillées, reprend son cours. Elle provient d'une cascade à l'est du jardin. Kato-san, au fil du cheminement, petit à petit, on va voir apparaître cette cascade qui est à l'extrémité du jardin. On voit les 3 niveaux de la cascade. Mais cette cascade n'est pas entièrement visible. On ne la montre pas complètement. Les Japonais préfèrent ne pas tout voir. Alors, devant la cascade, on place une branche d'érable. C'est une esthétique qu'on connaît par cœur et qu'on appelle le Isen Sawari. C'est une technique traditionnelle dans les jardins japonais. Kyoto est une ville ancienne. Elle a 1200 ans. Cette technique se transmet depuis les temps anciens. Dans cet espace réduit, au gré de la promenade, les éléments du jardin se cachent ou se révèlent. La rivière artificielle serpente à travers le jardin et démarre sa course depuis la cascade à l'est. On peut la traverser grâce à de nombreux passages de pierre. Elle arrose la vaste prairie au cœur de Murinan et les jardins de mousse sous les érables au sud du jardin. Enfin, la maison de style européen, le pavillon de thé,
la maison principale et son minuscule jardin clos sont regroupés à l'ouest du jardin. L'ensemble de la parcelle en trapèze est cerné de grands murs qui isolent le jardin de la ville. Le propriétaire du jardin, Haritomo Yamagata, choisit son emplacement pour sa proximité avec l'aqueduc qui traverse le parc de Nanzenji. Kato-san, quelle est l'histoire de ce magnifique aqueduc qui traverse Nanzenji et dont l'architecture nous rappelle les ouvrages conçus en Europe? Cet aqueduc fut construit en 1890, il y a 126 ans. À côté de Kyoto, vous avez le lac Biwa. L'eau du lac est acheminée sur près de 9 km pour arriver ici. Elle arrive à Nanzenji et elle est redistribuée dans les alentours. Ainsi, depuis la construction de l'aqueduc, le jardin a évolué avec une nouvelle approche esthétique. L'aqueduc apporte l'eau qui est essentielle. Nanzenji est un temple vieux de 700 ans. Et cette construction, rappelant l'Europe, est surprenante. Et elle représente bien ce qu'est l'ère Meiji, une ère de renouveau. La structure de l'aqueduc s'inspire de celle des ouvrages gallo-romains. Briques et voûtes rappellent l'architecture industrielle européenne. À partir de 1868, pendant l'ère Meiji, le pays développe son industrie. La nouvelle classe dirigeante perpétue la culture japonaise, mais adopte certains codes de l'esthétique occidentale. C'est aussi à l'ère Meiji que les habitants de Kyoto créent un festival, le Jidai Matsuri, qui célèbre l'histoire de la ville et évoque l'ouverture de la société japonaise vers d'autres cultures. Toutes les époques sont représentées dans le défilé, mais c'est le cortège de l'ère Meiji qui ouvre la marche. Michiro Takei, historien, y assiste tous les ans. Et alors à quoi correspond cette période de la restauration Meiji? Les samouraïs avaient du pouvoir. Les gens étaient oppressés et en colère. Des commerçants américains, français, sont venus au Japon et l'arrivée d'informations venant d'autres pays a permis aux habitants de comprendre la notion de pays libre. La colère et la frustration du peuple a explosé. Cela a mis un terme à l'ère des samouraïs. C'est ce qu'on appelle la révolution Meiji. L'ouverture du Japon vers l'Occident se matérialise à Murinan par l'utilisation du gazon, qui rappelle les jardins français ou britanniques, et par un goût pour les paysages champêtres et naturels, alors à la mode en Europe. À la demande du propriétaire Haritomo Yamagata, le paysagiste Ogawa Jiei va initier cette nouvelle vision du jardin japonais. Anda est spécialiste des fleurs sauvages. Voici les coquets otojiri.
Koke signifie la mousse en japonais. C'est une petite plante. On voit une petite fleur là, toute petite fleur. On dirait un petit millepertuis en fait. À cette période, ces fleurs sauvages virent au rouge. Et en y regardant de plus près, on voit une petite fleur jaune. En été, ces fleurs avaient des feuilles vertes et il y avait plein de petites fleurs jaunes. Et puis il faut éviter qu'elles prennent le dessus aussi, sur les mousses ou sur le gazon. Dans l'espace pelouse, la base, c'est que la pelouse soit en forme. Donc, les fleurs qui s'éparpillent un peu trop seront coupées. Lorsqu'on tond la pelouse et qu'on aperçoit un épi, c'est très mignon, donc on le laisse volontairement pour montrer l'épi qui pousse ou les fleurs qui poussent. C'est ainsi que nous jardinons. Haritomo Yamagata avait fait graver sur une stèle une charte des principes esthétiques du jardin. Sur la pierre usée par le temps, le texte est aujourd'hui illisible, mais il reste dans les mémoires de tous les jardiniers, transmis de génération en génération. Ici, il y a la stèle Onshi Shisonoki. Alors ce que Haritomo Yamagata vous lègue ici, c'est non seulement un mémorial, mais aussi un très beau poème et un cahier des charges pour entretenir le jardin. Et ça fait de cette pierre une pierre extrêmement précieuse pour vous aujourd'hui. Tout ce que M. Yamagata ressentait pour Muriane, il l'a écrit lui-même et gravé sur cette stèle. Il a écrit par exemple sur les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, sur ce dont vous pouvez profiter à chacune de ces saisons. Ces textes sont comme des poèmes. On y trouve ce passage, à l'intérieur de la verdure de la mousse, qu'il est intéressant d'y trouver une fleur sans nom. Ça parle des fleurs sauvages. C'est en se basant sur ce texte que nous avons établi la gestion de la pelouse, en y incluant les fleurs sauvages. Comment dire, je m'occupe de toutes petites choses, mais cela enrichit énormément mon cœur. Les pierres jouent un rôle fondamental dans le jardin de Murinan. Des plus imposantes d'entre elles aux plus petits cailloux, elles sont le fruit d'une sélection réfléchie. Les pierres matérialisent les chemins, le passage du bâti vers le jardin, ou marquent un point de vue. Elles permettent de traverser la rivière, ce qu'on appelle en Europe des pas japonais. Elles créent de petites plages, elles s'imposent seules au milieu des massifs, elles soutiennent les berges, elles accueillent aussi l'importante variété de mousses, un des atouts du jardin de Murinan. Monsieur Sakaue, le second jardinier de Murinan, porte toute son attention à la mousse qui prolifère. Hi. Sakaue-san, c'est quoi toutes ces mousses? Ici, on a du aigoke. On dirait une petite fougère ou une sphaigne. Et aussi du shiragagoke, C'est celle-là. Là. comme une chevelure de grand-père. Je viens en aide aux mousses fragiles. J'enlève les fortes pour aider les faibles. J'ai pris involontairement du segigoke qui ressemble aux aiguilles de cèdre. Et celle-là, c'est celle que vous souhaitez conserver, et spécialement au pied des arbres. L'ensoleillement diffère selon les endroits, mais ici le soleil éclaire bien. Nous sommes en zone ensoleillée et la mousse aime l'ombre. Être au pied de l'arbre lui permet d'être à l'ombre et la pluie qui s'écoule sur l'écorce de l'arbre va apporter de l'eau à la mousse. Sakaue-san, on a une grande diversité de mousses ici. On a plusieurs couleurs aussi, plusieurs textures. Combien de types de mousses peut-on rencontrer à Murinan?
À Murinan, on dit qu'il y a environ 80 sortes de mousses différentes. Les jardiniers tout seuls ne peuvent pas les connaître. Nous avons l'aide d'un professeur d'université spécialisé en mousse, avec lequel nous travaillons. Alors là, on a une scène presque parfaite. On a ces ombres portées d'érable sur la mousse qui, elle, vient capter la lumière. Et puis cette pierre qui est abîmée par les lichens et aussi par cette mousse un petit peu plus sombre. C'est ce qu'on appelle le wabi-sabi. Quel est l'objet de ce concept? Wabi signifie un paysage mélancolique, incomplet. Sabi signifie l'altération par le temps. Ce sont des valeurs de l'esthétique japonaise. Il n'y a pas que l'apparence superficielle, mais ce que cela cache, le fait que cela a pris beaucoup de temps. La mousse correspond bien à cette philosophie. Cela ne se fait pas en un court instant. Regardez cette pierre. Comme vous le voyez, elle est recouverte de mousse. Pour que la mousse pousse ainsi, elle a besoin de beaucoup de temps. J'ai beaucoup de respect pour cette mousse, que la nature a fait pousser sur une longue durée. Au Japon, vous élevez la mousse au rang de véritable trésor national. Et le climat japonais n'y est pas pour rien, puisqu'il permet à cette mousse de s'installer dans les sous-bois des jardins. Le climat de Kyoto est particulier, même au Japon. Normalement, nous sommes dans un bassin éloigné de la mer, donc le climat devrait être sec. Mais dans la région à côté, vous avez le lac Biwa, le plus grand lac du Japon. Nous avons une quantité d'eau équivalente au plus grand lac du Japon dans les sous-sols de Kyoto. Quand il fait chaud en été, l'eau du sol s'évapore continuellement, mais elle se reconstitue en permanence. Sakaue-san, à part quelques botanistes avertis qui sont capables de donner leur nom latin, en Europe et en France, on est incapable de citer le nom d'une seule mousse. Ici, vous leur donnez des jolis petits noms, des noms d'animaux, des noms d'ouvrages, des noms de grands arbres. Oui, on a plein de jolis petits noms. Par exemple, la mousse de cèdre. Ici, on a la mousse de grand-père, mousse de vieux papy. Ici, vous avez la mousse qui rampe. Arigato. Sakaue-san, aujourd'hui, on voit de la mousse presque partout, en tout cas sous les arbres, sous les érables. À l'origine, c'était plutôt du gazon qu'on devait trouver ici dans ce jardin. Monsieur Yamagata avait à l'origine installé du gazon. Mais il s'est naturellement transformé en mousse. À l'époque, il n'y avait pas de météo. La pluie et le beau temps étaient l'œuvre des dieux. Tout ce que fait la nature étant l'œuvre des dieux, la transition de la pelouse à la mousse aussi. C'est le travail des dieux. Comme les dieux en ont fait ainsi, prenons soin de ce qu'ont fait les dieux. Cette mousse. Murinan semble avoir résisté au passage du temps. Pourtant, après une période d'abandon, Kato-san a dû le restaurer totalement. Kato-san, Murinan est un tout petit jardin, seulement 3000 m². Pourtant, c'est un jardin qui est extrêmement complexe, avec plusieurs niveaux de lecture. La restauration de 2007 est une prouesse. Comment fait-on pour réussir ce type de jardin aujourd'hui au Japon? Pour développer ce genre de jardin, il faudrait au moins 200 ans. J'aimerais vivre 200 ans. Nous ne savons de M. Yamagata Aritomo que ce qu'on nous a transmis. J'aurais souhaité vivre avec lui à son époque et être là aujourd'hui pour respecter ses volontés.
et continuer encore 100 ans à cultiver ce jardin. Ce serait vraiment idéal. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous apprenons de la tradition. On passe beaucoup de temps à s'occuper de ce jardin. Je souhaite consacrer ma vie à cela, avec la même passion que si nous pouvions vivre 200 ans.